La profession d'agriculteur permet de répondre à des besoins vitaux, comme de se nourrir bien sûr, mais aussi de s'habiller grâce au lin par exemple, produit dans le nord de la France notamment, ou encore de se soigner car elle produit les ingrédients de certains médicaments. Pour ce faire, les agriculteurs déploient une palette de compétences très étoffée. Ils s'y connaissent en botanique, en biologie, ou encore en management, en gestion, en marketing. Ils s'adaptent au gré des nouvelles innovations et des nouvelles technologies. Le bon sens voudrait que ces personnes soient rémunérées à la hauteur des services rendus. Pourtant, c'est rarement le cas. Leur revenu mensuel moyen est de 1 650 € pour les non-salariés, alors même qu'ils déclarent 55 heures de travail par semaine en moyenne. Si on ajoute à cela le fait que beaucoup se déclarent incompris par la population, on comprend que trouver des employés et des remplaçants des exploitations dans ces conditions est difficile. Et c'est désormais le changement climatique qui se dresse devant eux. 2021 a été une année très mauvaise pour beaucoup de producteurs de fruits à cause des gelées printanières, on s'en souvient, et certains céréaliers ont été lourdement touchés par les inondations de cet été. Il faut à présent apprendre à s'adapter à un climat de plus en plus incertain. Dans le même temps, l'agriculture doit atténuer ses émissions de gaz à effet de serre, comme tous les autres secteurs bien sûr. Ceux-ci sont pour la plupart dus au méthane des cheptels et au protoxyde d'azote des engrais. Si la production de notre alimentation est une cause du changement climatique, elle pourrait aussi être une solution grâce à l'agriculture régénératrice. L'agriculture régénératrice, c'est un mot fourre-tout. Ici, on l'emploie pour exprimer une agriculture soit neutre en carbone, soit ayant un bilan positif. Pour autant, il ne suffit pas de l'évoquer pour que ça se fasse. Le modèle comporte actuellement de nombreux freins au changement. Néanmoins, il faut le faire si on veut éloigner le spectre de la famine qu'on croyait avoir laissé au siècle dernier. Il faut le faire, bien sûr, et de manière conciliante, sans violence, et en améliorant la condition des agriculteurs. C'est de tout ça dont nous allons parler avec mon invité de cet épisode, Bertrand Valliorgue. Il est l'auteur du livre Refonder l'agriculture à l'heure de l'Anthropocène. Je suis Florian Paulet et vous écoutez Échange climatique, épisode 10, l'agriculture face aux enjeux du XXIe siècle. Bonjour Bertrand Valliorgue. Bonjour Florian. Dans votre livre Refonder l'agriculture à l'heure de l'Anthropocène, vous tracez une voie réaliste et conciliante entre l'agriculture telle qu'elle est aujourd'hui et une agriculture régénératrice. On aura l'occasion de revenir sur ce que cela veut dire. Une agriculture plus vertueuse et plus résiliente. Est-ce que c'est bien résumé ? C'est tout à fait bien résumé. L'idée est d'avoir une agriculture à impact positif. Moi, je l'ai appelée régénératrice, mais c'est bien une agriculture qui est soucieuse de ses impacts et qui prend en considération la nouvelle donne climatique. Donc, D'accord. C'est un bon résumé. Donc, vous n'êtes ni agriculteur ni ingénieur agronome. Qu'est-ce que vous faites et qu'est-ce que cela vous apporte comme compétence pour parler de ces sujets ? Alors, je suis pas agriculteur, mais je suis issu d'une famille d'agriculteurs et j'ai des liens très proches, historiques, familiaux, avec ce monde-là et ce secteur d'activité-là. Donc, je n'ai pas découvert absolument pas le monde de l'agriculture et le secteur agricole à l'occasion de la rédaction de cet ouvrage. C'est même quelque part une redécouverte par rapport à mon histoire familiale. Néanmoins, vous avez raison de souligner, Florian, de dire je ne suis pas ingénieur agronome, je suis professeur de stratégie et de gouvernance des entreprises au sein de l'université Clermont-Auvergne et ma spécialité, mes domaines de recherche touchent au fonctionnement des organisations, aux stratégies des entreprises. Et c'est ces connaissances-là, les connaissances du management, des connaissances de la stratégie, des connaissances de enjeux de développement durable que j'ai appliquées au secteur agricole dans l'ouvrage. On parlera de la solution que vous proposez dans une deuxième partie, mais je propose d'entamer l'interview avec un constat. À quoi ressemble l'agriculture d'aujourd'hui ? Quels sont les problèmes qui lui sont liés ? Pourquoi faut-il changer de modèle alors que la nourriture est peu chère et abondante en France ? Pour bien comprendre l'agriculture aujourd'hui, vous parlez dans votre livre d'un concept qui s'appelle la fracture métabolique. Alors, effectivement, c'est une notion très importante que j'emploie dans l'ouvrage pour analyser la situation, cette notion de fracture métabolique.
c'est une notion qui ne m'appartient absolument pas. Elle est déjà très ancienne et je pense que j'ai pas fait un travail historique, je suis pas remonté très loin, le plus loin possible en tout cas, mais la première fois qu'elle est théorisée et analysée, c'est chez Karl Marx qui emploie cette notion de fracture métabolique pour comprendre ce qui est en train de se passer au niveau des relations entre les villes et la campagne et au niveau du rapport à l'alimentation et à l'agriculture que l'on est en train de développer. Donc cette notion de fracture métabolique, elle émerge chez Marx et elle a été reprise récemment par deux auteurs que sont Jason Moore et John Foster Bellamy, qui revisitent ce concept de fracture métabolique. D'accord. Et donc, qu'est-ce que c'est ? Alors, la fracture métabolique, telle qu'elle est analysée par ces trois auteurs dont je viens de rappeler les noms, consiste à dire que il y a une coupure. Alors c'est une notion relativement complexe qui recouvre plusieurs réalités. Mais au démarrage de la conceptualisation de la notion de fracture métabolique, il y a une dissociation entre les lieux de production de la nourriture, de l'alimentation, c'est-à-dire l'activité agricole, et les lieux de consommation de cette nourriture, et ces lieux sont les villes. Et quand on regarde l'histoire des sociétés humaines, les lieux de production et les lieux de consommation de la nourriture se recouvrent ou sont quasiment les mêmes ou identiques. Et donc, du coup, il y a un cycle de vie, des nutriments et du fonctionnement des sols qui fait que ce qui est pris à la terre est rendu à la terre. De formuler de manière beaucoup plus claire, la matière que l'on puise dans les sols pour produire l'alimentation, eh bien, elle retourne au sol et elle permet de maintenir la vie et le potentiel nutritif, le potentiel agronomique des sols. Et donc, l'idée de la fracture métabolique, c'est de dire, il y a une dissociation qui s'opère et ça fragilise considérablement les sols parce que on a des sols qui nourrissent les villes et on a un cycle des nutriments qui n'est pas complet. Ça, c'est le premier niveau de la notion de fracture métabolique. Juste pour être clair, en fait, c'est que pour parler trivialement, on fait pas nos besoins là où on produit notre nourriture. Exactement. Et on n'a pas ce cycle-là. Ce cycle-là est coupé. Ou le cycle des animaux également n'est plus les déjections animales ne retournent pas forcément dans les sols. Voilà, c'est exactement cette idée-là. Ouais, de manière très triviale. Au niveau des animaux, justement aussi, est-ce qu'une partie de la fracture métabolique, c'est aussi le problème du fait qu'on a séparé l'élevage et l'agriculture ? Alors, dans le deuxième, donc, vous voyez, vous comprenez, Florian, l'idée de ce découplage entre les lieux de production et les lieux de consommation de la nourriture. Donc ça, c'est la première idée de la fracture métabolique. Deuxième idée, c'est de dire qu'il faut produire une alimentation à un coût qui est le moins élevé possible, si vous voulez. On essaie de produire à une alimentation à bas prix. Parce que cette alimentation, elle est destinée à nourrir des personnes qui sont dans des villes et à des personnes qui n'ont pas forcément de gros revenus et qui doivent consacrer des revenus pour se loger, pour se divertir, pour s'habiller. Et donc, il faut que le poste alimentaire dans leur budget soit le moins élevé possible. Et pour avoir un poste alimentaire le moins élevé possible, il faut une activité agricole qui soit compétitive. Et pour avoir une activité agricole compétitive, eh bien, il faut une spécialisation. Et la spécialisation consiste à arrêter la polyculture élevage et à se spécialiser. Et donc, on aggrave comme ça cette fracture métabolique parce que on spécialise l'agriculture et on cherche à la rendre toujours plus compétitive. Et donc, on coupe le cycle des nutriments. D'accord. Donc vous rappelez dans votre livre, je vous cite, les ménages français dépensent en effet 5 fois moins pour leur nourriture qu'en 1950. Aujourd'hui, ces dépenses représentent 14% de leur budget. Et donc, dans votre livre, vous dites que c'est fait sciemment pour laisser du budget aux ménages pour consommer autre chose. Mais il y a un effort politique
il y a un effort, une volonté politique depuis plusieurs décennies de réduire le coût de l'alimentation. Donc, si vous voulez, c'est une volonté politique de réduire ce coût de l'alimentation pour que les ménages puissent d'abord manger. Au démarrage, c'est pour pouvoir manger en quantité et en qualité suffisante, mais puis aussi pour permettre à l'économie de se développer. C'est-à-dire que vous comprenez bien que des consommateurs qui consacrent l'essentiel de leur pouvoir d'achat à se nourrir, ils le font pas pour autre chose. Donc une économie ne décolle pas et ne peut pas se développer si il n'y a pas des ressources qui sont consacrées à d'autres postes de dépenses. Donc il y a eu en Occident, c'est-à-dire en Europe et aux États-Unis, une volonté politique de réduire au maximum le coût de l'alimentation. Et ça a été mis en place au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Le plan Marshall, une des composantes du plan Marshall consiste bien à rendre l'agriculture compétitive. Et pourquoi il faut rendre l'agriculture compétitive ? Pour réduire le coût de l'alimentation, pour que l'ensemble des citoyens puissent manger convenablement. Et c'était nécessaire de faire ça. Je veux dire, moi je ne fais pas preuve d'anachronisme en disant il n'aurait pas fallu faire ça, on s'est trompé. Non, il fallait faire ça parce qu'il y avait jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, en tout cas en ce qui concerne la France, il y avait de vrais problèmes de pénurie alimentaire et de malnutrition à l'échelle de toute la société française. Aujourd'hui, est-ce que c'est une condition sine qua non pour que la croissance économique s'exerce ? C'est le problème. Moi, je pense que le vrai problème et un de nos gros problèmes, c'est que nous avons construit tout notre modèle de développement économique et tout notre modèle de développement de nos sociétés occidentales sur une fracture métabolique. C'est-à-dire que plus l'économie se développe, plus nos sociétés se développent, plus la fracture métabolique s'aggrave. Oui, c'est une condition sine qua non et il va falloir que nous nous attaquions à un moment ou à un autre à résoudre ou voire même stopper cette fracture métabolique. Donc le fait de rechercher un coût de l'alimentation le plus bas possible, c'est, si vous voulez, la base du développement de nos sociétés. Donc une chose qu'on n'a pas précisé tout à l'heure en parlant de la fracture métabolique, quand on l'a présenté, c'est que donc on appauvrit les sols en quoi? En azote notamment, et que donc derrière l'agriculteur doit utiliser des engrais azotés qui polluent énormément pour réenrichir le sol. Et il faut des solutions chimiques et biochimiques pour compenser la perte de fertilité des sols. C'est ça le problème. C'est ce qu'avait très bien compris Karl Marx, c'est-à-dire que on épuisait les sols et qu'il fallait absolument trouver des solutions chimiques ou phytosanitaires pour les régénérer. Sinon, les rendements, il y avait des baisses de rendement qui étaient déjà catastrophiques. Donc, il nous faut une agriculture on a fabriqué, on a une agriculture dépendante de la chimie pour pouvoir maintenir la productivité et la compétitivité des sols et des plantes. C'est indispensable. Donc on comprend que une des solutions ce serait de payer plus cher en tant que consommateur pour notre nourriture. Mais on comprend que on comprend qu'on a un rapport à l'alimentation qui n'est pas satisfaisant et que nous ne payons pas le vrai coût de l'alimentation. Donc d'abord on rémunère très mal nos agriculteurs et on ne prend pas en considération ce qu'on appelle les externalités négatives, les coûts environnementaux que nous rejetons sur le système Terre. Donc le prix de l'alimentation est absolument faussé, c'est certain. Et est-ce que vous pensez que c'est possible de réallouer plus de budget dans notre alimentation, en sachant que beaucoup de ménages sont parfois justes, et notamment parce qu'il y a des autres coûts fixes qui augmentent, comme le loyer, comme les abonnements internet, téléphone, etc. C'est toute la difficulté et les problématiques politiques auxquelles nous sommes pleinement confrontés aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a une précarité alimentaire importante en ce qui concerne la France, qui fait que il est illusoire de penser qu'on peut faire plus 15, plus 20% sur le prix de l'alimentation. C'est pas possible.
pas tout de suite et de manière immédiate. C'est impensable d'aller dans cette direction-là. Le problème, c'est qu'en fait, ça va arriver. Si vous voulez, aujourd'hui, les marchés financiers intègrent les marchés financiers et les marchés des matières premières sont en train d'intégrer cette équation et le coût des matières premières agricoles est en train d'augmenter. Là, on voit en ce moment une importante augmentation du cours du blé. Bien justement parce que on a une mauvaise année, une mauvaise récolte du fait d'une année 2021 climatiquement déréglée et exceptionnellement chaude. Donc l'année dernière on était à moins de 200 € la tonne de blé, on est aujourd'hui à plus de 250 quand on enregistre cette vidéo. Donc si vous voulez, les marchés et notamment les marchés des matières premières sont en train d'intégrer cette donnée de la rareté de certaines matières premières agricoles. Et donc, tôt ou tard, ça va avoir un impact sur le budget des consommateurs. Et est-ce que ça va avoir un impact positif sur le salaire des agriculteurs? Mais le problème, c'est que les agriculteurs, ils voient aussi des baisses de rendement. Donc vous voyez que l'un dans l'autre, le prix du blé augmente, mais ils en ont moins dans leur silo. Donc c'est une équation où il n'est pas évident qu'ils soient gagnants. En tout cas, pour ce qui concerne les agriculteurs français. Si on prend les agriculteurs du pays de la mer Noire et de la Russie, par contre, eux, le prix augmente et leur rendement augmente. Donc, eux, ils sont gagnants sur les deux tableaux. Le rendement augmente du fait aussi du changement climatique? Bien sûr. De terres, Bien sûr. de terres agricoles, d'accord. Plus de terres agricoles, plus de lumière, plus des conditions qui sont plus de chaleur, qui sont meilleures. Donc, et puis, donc oui, le changement climatique les aide, bien sûr, les favorise grandement même. Pour conclure sur cette fracture, donc on comprend que en laissant plus de budget pour acheter autre chose aux ménages, ça a favorisé la croissance économique. Vous parlez aussi de si la nourriture est pas chère, on peut aussi se permettre de payer les salariés moins cher et donc ça permet aussi tout ce qui est capitalisme. Est-ce qu'on a déjà observé dans le monde un endroit où la croissance économique n'était pas liée à une baisse du coût de l'alimentation? Non, parce que toutes les politiques de développement, quand vous regardez, alors maintenant, c'est moins le cas parce que tous ces pays se sont mis en mouvement et en phase de restructuration, mais quand le FMI ou la Banque mondiale se penche sur le sort d'un pays dit en voie de développement ou sous-développé, la première chose qu'ils font, c'est restructuration du secteur agricole. Donc tous les modèles de développement aujourd'hui sont pensés sur la compétitivité de l'alimentation et de l'agriculture. Est-ce que c'est pas aussi le nombre, la taille de la population qui implique d'être plus rationnel dans la production? Bien sûr, c'est-à-dire l'espèce humaine considère que elle n'a pas à limiter le nombre d'individus qui la composent. Donc là, aujourd'hui, il y a un tabou autour de cette question, c'est-à-dire le nombre d'habitants sur Terre qui n'a pas de limite. Ou en tout cas, il est pensé comme n'ayant aucune limite. Et il y a bien un moment ou un autre où nous devrons collectivement ouvrir ce questionnement de dire est-ce qu'un développement des sociétés humaines infinies est possible? De toute façon, on connaît la réponse. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait par rapport à cette équation-là? L'argument qu'on entend souvent pour défendre le modèle agricole aujourd'hui, c'est qu'on n'a plus de famine dans les pays occidentaux, ce qui n'est pas un détail quand on regarde le passé. Mais néanmoins, dans votre livre, vous tempérez ça et vous dites que déjà, d'une part, c'est pas vrai pour tout le monde. Et d'autre part, il y a d'autres problèmes qui ont émergé. Oui. Bien, oui, il faut. Nous, les Occidentaux, on a l'impression que cette problématique est complètement derrière nous, d'avoir faim et de faire face à des pénuries alimentaires. Mais vous avez plein de pays et plein d'humains, d'autres humains dans d'autres pays, qui n'arrivent pas à manger un repas par jour et qui sont
dans des situations de carence alimentaire et de carence nutritionnelle importante. Donc, si vous voulez, le modèle, il fonctionne dans certaines parties du monde, mais pas dans toutes. On a certains de nos congénères qui sont en grande difficulté nutritionnelle. Et ça, les chiffres, ils augmentent. Hein, la crise Covid, les effets de plus en plus marqués des crises climatiques dans ces pays, la tendance n'est pas à la baisse. La tendance est à l'augmentation sur la malnutrition et les carences alimentaires dans un nombre en augmentation de pays. Vous parlez aussi de l'empreinte environnementale. On a un peu touché du doigt tout à l'heure, mais est-ce que vous voulez bien nous rappeler? L'empreinte environnementale, elle est directement liée avec la notion de fracture métabolique, où on a des coûts environnementaux et un impact sur le système Terre qui est très important de cette activité-là, de cette recherche permanente du coût le plus bas possible sur l'alimentation. Donc l'empreinte est énorme sur le CO2, sur l'eau, sur les sols. C'est d'ailleurs ce qui participe à dérégler le système Terre. Et enfin, vous parlez aussi de la rémunération des agriculteurs. Est-ce que ce sont les grands perdants de cette fracture? Les agriculteurs, ils sont aidés parce que justement il y a des politiques publiques pour réduire le coût de l'alimentation. Donc ils sont aidés financièrement et il n'y a rien de choquant, hein, quelque part, que l'on aide ce secteur-là parce qu'il est tellement important qu'on doit le soutenir. Maintenant, eux, ils sont exposés à cette recherche de compétitivité permanente qui les conduit à énormément travailler, à être sous pression permanente, à devoir procéder à des investissements. En tout cas, nos agriculteurs français ne sont pas, on ne peut pas dire qu'ils sont gagnants de cette situation, loin de là. Et dans votre livre, vous parlez aussi de la Chine qui dans la fracture métabolique, est encore en cours. Est-ce que vous pouvez nous parler de cet exemple? Là, il est très important que nous comprenions qu'aujourd'hui, nous sommes dans une phase d'urbanisation de nos sociétés, de développement des sociétés. Toutes les sociétés s'urbanisent dans de très grands centres urbains. Donc, on a des mouvements de population qui font passer les gens de la ville à la campagne. On a connu ça en France, hein, dans le XXe siècle, c'est une caractéristique de ce qui s'est passé chez nous en France et en Europe, et c'est ce que sont en train de vivre un certain nombre de pays, comme la Chine, comme l'Inde, et comme un certain nombre également de pays africains. Donc tout le monde va dans les villes, et on construit des villes à plusieurs millions d'habitants, et quand on construit des villes à plusieurs millions d'habitants, il faut nourrir tout ce petit monde à un moindre coût et pour qu'ils puissent se loger, s'habiller et faire autre chose. Donc on aggrave à l'échelle planétaire la fracture métabolique. Et quand vous avez un pays de plus d'1 milliard d'habitants qui est en phase accélérée d'urbanisation et qui n'a pas sur place la capacité de nourrir sa population, eh bien les Chinois, nos amis chinois, vont chercher très logiquement la nourriture ailleurs. Et ils vont la chercher partout dans le monde. Donc, ils vont chercher du soja en Amérique du Sud, ils vont chercher du blé chez nous en Europe, ils vont chercher des matières premières en Afrique, parce qu'ils ont absolument besoin de cela pour pouvoir nourrir leur population. Parce qu'ils s'urbanisent et qu'il y a de plus en plus de gens qui sont dépendants d'une production alimentaire qui se fait ailleurs. Donc la fracture métabolique, en fait, elle est mondiale. Désormais, elle est mondiale. Depuis que des pays, des grands pays comme l'Inde, la Chine et des pays africains se sont connectés à la dynamique de la mondialisation et épousent le développement sociétal que nous connaissons, c'est-à-dire l'urbanisation, eh bien, on est rentré. Avant, si vous voulez, la fracture métabolique, elle était européenne, elle était occidentale. Maintenant, elle est globale. Est-ce que vous avez autre chose à rajouter sur cette fracture métabolique? Eh bien, ce que j'ai à rajouter, c'est que c'est une notion très importante qui est mal comprise et insuffisamment travaillée et conceptualisée et politisée. On aurait besoin de beaucoup plus de pédagogie et de compréhension de cette notion de fracture métabolique parce que c'est le cœur de nos problèmes. Donc c'est l'Anthropocène, c'est dans le titre de votre livre. De quoi il s'agit?
Mais l'anthropocène, c'est la conséquence de l'ensemble des dérèglements que nous venons de décrire ensemble. C'est-à-dire que à un moment ou à un autre, notre activité, le fonctionnement de nos sociétés génère un ensemble de dérèglements à une échelle tellement massive qu'on en est arrivé à perturber les équilibres climatiques et les équilibres du vivant à l'échelle de la planète. Et donc, nous rentrons, ces transformations et ces déséquilibres sont tellement importants qu'on rentre dans une nouvelle époque géologique. C'est-à-dire qu'on fait face on va faire face à un nouveau climat, à une nouvelle caractéristique des océans, on va faire face à un nouvel fonctionnement de l'atmosphère, on va faire face à de nouvelles comportements des espèces vivantes, animales, végétales, microbiennes. On rentre dans quelque chose de puissamment nouveau, avec une échelle de transformation inédite, qui appelle un certain nombre de penseurs et de scientifiques, qui les amène à dire que nous rentrons dans une nouvelle époque géologique, l'Anthropocène, l'âge de l'homme. Parce qu'aujourd'hui, il faut que nous comprenions que les humains, nous sommes, de par notre activité, nous sommes la première force géologique. C'est-à-dire que notre comportement entraîne une transformation du système Terre. Si vous voulez, on a eu à une époque des cyanobactéries et des micro-organismes qui se sont développés sur Terre et qui se sont mises à capter du CO2 et à rejeter de l'oxygène. Ces micro-organismes, ils ont fait ça en masse à l'échelle de toute la planète, ils sont devenus une force géologique, ils ont transformé l'atmosphère en émettant de l'oxygène. Et cette transformation de l'atmosphère, elle a entraîné toute une transformation du système Terre dans sa globalité. Les volcans, à d'autres époques, ont contribué à aussi beaucoup transformer la composition de l'atmosphère et à impacter fortement le système Terre. Ben, c'est ce que nous faisons, nous, notre espèce aujourd'hui, nous transformons le système Terre. Et c'est pour ça que un biochimiste de l'atmosphère qui s'appelle Paul Crutzen a déclaré au tournant des années 2000, il nous a expliqué que nous avions un tel impact sur le système Terre qu'on allait rentrer dans une nouvelle époque géologique, et il a proposé d'appeler ça l'époque géologique de l'homme, l'Anthropocène. Quelles sont les conséquences pour l'agriculture ? Bien, les conséquences pour l'agriculture, elles sont je dirais à plusieurs niveaux et en fonction de la zone géographique à laquelle on se trouve. C'est-à-dire que d'abord, ce qu'on peut dire, c'est que cette nouvelle époque géologique dans laquelle nous entrons, elle crée des gagnants et des perdants. C'est-à-dire que vous avez des zones qui historiquement avaient de très bonnes conditions pour faire de l'agriculture, faire des céréales, faire des grandes cultures, du maïs, du colza, du blé. Du fait du changement climatique, ces zones-là, elles sont moins favorisées ou ça devient de plus compliqué. Donc ça fabrique des perdants. Et à d'autres endroits où c'était compliqué de faire pousser un certain nombre de plantes et de végétaux, ben ça devient beaucoup plus facile et ça va l'être demain encore plus. Donc ça redistribue les cartes de la géographie agricole à l'échelle mondiale en créant des gagnants et des perdants. En France, qui est un grenier, historiquement, on est plutôt du côté des perdants. Nous, historiquement, d'ailleurs, il faut quand même que nos concitoyens se demandent à un moment donné comment un si petit pays, parce que nous sommes un petit pays géographiquement, a pu avoir une telle place dans l'histoire du développement sur ces 200 dernières années. Et pourquoi nous avons réussi à nous développer à partir de cette base de population et ce territoire relativement réduit, parce que nous sommes géographiquement nous avons été très favorisés par rapport à l'activité agricole. Nous avons un climat, nous avons des sols, nous avons des localisations très favorables à l'activité agricole. On est sans doute l'espace géographique à l'échelle planétaire où l'activité agricole est la plus facile, si c'est tenté que l'on puisse dire cela. En tout cas, on a des conditions très positives pour faire de l'agriculture. Sur un petit territoire relativement homogène, comparer les pays,
eh bien, vous verrez il y a peu de pays qui ont autant de facilités pédoclimatiques pour faire de l'agriculture. Donc, on a été très favorisé par rapport à ça. Et malheureusement, l'impact du changement climatique ne nous aide pas, bien au contraire. Donc, le grenier de l'Europe, le grenier agricole de l'Europe, le grenier alimentaire de la France, qu'est la France aujourd'hui, si rien n'est fait, ça sera plus le cas en 2050. Parce que l'agriculture va être fortement attaquée et fragilisée par le nouveau régime climatique qui s'installe. Donc, par exemple, par la transformation de l'hygrométrie, on l'a vu cet été notamment. Oui. Bon, alors là, on a encore une année totalement atypique, qui ressemble à aucune autre. On s'en sort pas trop mal au niveau de la production de céréales, mais on est un peu les seuls. C'est d'ailleurs pour ça que les prix du blé flambent aujourd'hui et que les agriculteurs français sont plutôt ils s'en sortiront sans doute un peu mieux que d'autres parce que l'année n'a pas été catastrophique, mais on a eu, alors en tout cas sur les grandes cultures, mais on a eu des gels complètement fous complètement fous. C'est-à-dire qu'on a eu un redout à la fin de l'hiver et puis des gels au niveau du printemps qui ont considérablement fragilisé les vignobles et la production des fruits. Il y a une transformation, si vous voulez, la transformation, elle est à tous les niveaux. Il y a une transformation, un manque de pluie ou de la surpluie quand on n'en a pas besoin. Il y a trop de lumière, parce que les végétaux, quand il y a trop de lumière, c'est pas bon non plus. Ils n'aiment pas être, le blé n'aime pas être trop exposé à la lumière non plus. Les tomates, elles n'aiment pas trop être exposées à la lumière non plus. Donc quand il y a trop de lumière, c'est pas bon. Quand il fait trop chaud, c'est pas bon non plus. Par exemple, ce qui est important de comprendre, c'est que l'hiver, c'est nécessaire qu'il y ait des jours de gel. Les jours de gel, ça permet aux graines de ce qu'on appelle vernaliser, c'est-à-dire ce qui vont les permettre de germer après. Ça permet d'éliminer un certain nombre de nuisibles de manière naturelle. Donc l'agriculture a besoin du gel en réalité, mais au bon moment. Mais si ces jours de gel diminuent et qu'ils reviennent au mauvais moment, c'est catastrophique comme ça peut être le cas en 2021. Donc vous voyez, tous les paramètres se transforment. L'eau, les paramètres hygrométriques se transforment, l'ensoleillement se transforme, la chaleur se transforme, le comportement des micro-organismes et des êtres vivants se transforme, les sols se fragilisent, tout passe au rouge. Tout est susceptible de passer au rouge en réalité. Et vous parlez aussi en termes de conséquences, une modification des valeurs nutritives. Oui, parce qu'un blé, il peut avoir des taux de protéines. C'est typiquement cette année, les rendements sont là, à peu près là, mais la qualité des blés n'est pas au rendez-vous. C'est-à-dire qu'on n'a pas, les taux de protéines et les taux d'amidon ne sont pas bons. Ce qu'on appelle le poids spécifique. Le poids spécifique n'est pas bon. Donc, on a des blés de moins bonne qualité. Donc, on peut arriver à maintenir des rendements, mais c'est des blés de moins bonne qualité, par exemple. La production, dans l'élevage, la production laitière, quand il fait trop chaud, les vaches, ce sont des mammifères. Quand il fait trop chaud, elles sont mâles et elles ont des niveaux de production bien inférieurs à ce qu'elles peuvent connaître sur un climat tempéré. Quelle est la place de la science dans cette agriculture à l'âge de l'Anthropocène ? Alors là, c'est un débat important que vous lancez. Quelle est la place de la science ? Alors, l'Anthropocène, nous faisant rentrer dans quelque chose de nouveau et d'inédit, on a absolument besoin de nouvelles connaissances pour comprendre ce qui se passe, ce qui nous arrive et ce qui va arriver. Donc, on a, je dirais, plus que jamais, ou en tout cas, évidemment, besoin de la science, de l'activité scientifique pour éclairer ce qui est en train de se passer. Maintenant, on a besoin d'une science qui apporte aussi des solutions de rupture, des solutions nouvelles et qui ne maintiennent pas des choses en place qui ne sont pas satisfaisantes. Vous avez des exemples concrets ? On a une dépendance aux énergies fossiles dans l'activité agricole qu'il faut arriver à réduire. Donc là, on a besoin de progresser et de trouver des solutions
pour pouvoir réduire cette dépendance aux énergies fossiles et donc l'émission de CO2. Donc là, on a besoin de... Alors, je sais pas... les moteurs hydrogène, tout le monde s'excite autour de la motorisation hydrogène, mais c'est loin d'être une solution simple, évidente et non polluante. Donc on a besoin de recherche et de solutions techniques autour de la motorisation et de la mécanisation, parce qu'on ne peut pas abandonner. On doit pouvoir peut-être réduire la mécanisation, mais absolument pas l'abandonner. Enfin, moi, ça me semble pas avoir de sens. Donc voilà un domaine où la dépendance aux énergies fossiles, on a besoin de production scientifique, de développement technologique substantiel. Donc en conséquence de cet anthropocène, on passe d'une activité qui était risquée, car le risque zéro n'existe pas, à une activité incertaine voilà. Au niveau de la réaction du système Terre, au niveau de la réaction politique, oui. La réaction des citoyens. Et donc la question un petit peu qu'on va aborder maintenant dans cette deuxième partie, c'est comment diminuer ce sentiment d'incertitude. Oui. Et donc c'est la solution que vous proposez. Déjà, vous parlez de l'agriculture régénératrice. Quand je me suis renseigné pour cet épisode, il n'y avait pas vraiment de définition claire. Il y avait même la biodynamie dedans. Est-ce que vous pouvez un petit peu expliquer? Alors, effectivement, il faut maintenant, si vous voulez, il y a deux enjeux pour l'activité agricole, pour le secteur agricole, mais ça peut être vrai aussi pour d'autres, c'est l'atténuation et l'adaptation. Pour résumer, atténuer, c'est-à-dire faire en sorte de limiter au maximum les impacts que l'on peut avoir sur le système Terre, c'est-à-dire sur l'eau, l'air, le sol et la biodiversité. Donc il faut limiter, réduire au maximum les impacts négatifs que l'on peut avoir. Et il faut aussi s'adapter, c'est-à-dire qu'il y a une nouvelle donne climatique qui s'installe, donc il faut être en dynamique d'apprentissage et se dire que ce que j'ai fait au début des années 2000 ne convient pas à ce qui va se passer, à ce que je vis aujourd'hui dans les années 2020. Donc il faut que je m'adapte à la nouvelle donne climatique. Donc l'agriculture doit penser dans la logique, une double logique d'atténuation et d'adaptation. Et ça, pour ce faire, la notion d'agriculture régénératrice, elle permet d'embrasser ces deux causes et ces deux enjeux d'atténuation et d'adaptation. Parce que l'agriculture régénératrice, c'est une agriculture qui cherche à avoir un impact positif sur l'eau, l'air, le sol et les sols et la biodiversité. Et quand vous êtes attentif à ces quatre éléments, eh bien, non seulement vous atténuez les impacts, mais en plus, vous vous mettez sur une dynamique d'apprentissage qui vous permet de repenser le fonctionnement de votre exploitation agricole. Donc, en ce sens-là, moi, ce que j'appelle l'agriculture régénératrice, c'est une agriculture qui cherche à avoir un impact positif, qui cherche à entretenir l'eau, l'air, le sol et la biodiversité, voire à développer leur potentiel. Et dès l'instant où vous faites cela, vous êtes dans une dynamique, et bien forcément, vous atténuez vos impacts et vous mettez sur une trajectoire d'adaptation. Est-ce que le bio rentre dedans? Alors, le bio, si vous voulez, l'agriculture biologique, elle est dans une logique d'atténuation des impacts, et d'atténuation maximale, c'est-à-dire zéro impact. Mais l'agriculture biologique n'est pas dans une logique d'adaptation. Elle ne développe pas suffisamment, aujourd'hui en tout cas, mais elle peut le faire. Mais l'agriculture biologique, c'est une agriculture qui se pense comme une agriculture à zéro impact. Mais il faut changer le logiciel, il faut effectivement, et ce qui veut dire que l'agriculture biologique est importante. Donc il nous faut une agriculture avec le moins d'impact possible, mais il nous faut aussi une agriculture qui s'adapte et qui pense son adaptation. Donc l'agriculture répond à une partie du problème. Si vous voulez, aujourd'hui, on le voit bien, les exploitations en bio et en conventionnel, elles subissent les mêmes effets du changement climatique. Les orages ne s'arrêtent pas, les orages diluviens ou les gels ne s'arrêtent pas parce qu'il y a une exploitation agricole biologique.
Les vignes bio ont autant gelé que les vignes conventionnelles. Les blés bio et les blés conventionnels ont souffert des conditions de la même manière. Les animaux en bio et les animaux en conventionnel souffrent de la même manière que lorsqu'il fait trop chaud. Donc vous voyez que l'agriculture est une solution, mais il lui manque aujourd'hui le volet adaptation. Est-ce que vous voulez parler d'adaptation maintenant? Est-ce que vous avez des solutions à proposer? Moi, je ne suis pas agronome et je n'ai pas la vocation à aller sur des aspects technico-agronomiques. Mais ce qui est certain, c'est que quand on regarde ce que l'on observe dans l'agriculture de conservation des sols, où ils cherchent à avoir un impact positif sur le sol, précisément, à arrêter le labour, à mélanger des espèces et à faire des intercultures. Là, on a une agriculture qui s'adapte, qui est plus adaptée, si vous voulez, au nouveau régime climatique qui s'installe. Donc ça, c'est un horizon possible, pas le seul, mais l'agriculture de conservation des sols pour faire des céréales, ça on voit bien que dans cette logique-là, il y a à la fois la volonté d'atténuer et aussi de s'adapter au nouveau régime climatique. Moi, je comprends le volet atténuation parce que en évitant la labour, on relâche moins de carbone dans l'atmosphère. Oui. En mettant des cives notamment, on peut aussi capter de l'azote et donc limiter les intrants. Mais en quoi on s'adapte au changement climatique avec ça? Eh bien, parce que plus votre sol est vivant, plus le sol est vivant, plus il y a des organismes vivants dans le sol, plus il est résilient. C'est-à-dire que votre sol, il pourra encaisser plus facilement des chocs climatiques. Il pourra encaisser des gros orages. Il y aura pas d'érosion parce que le sol est suffisamment vivant et structuré pour ne pas se perdre. Donc, en cas de gros orage, le fait d'avoir arrêté le labour, ça permet de maintenir les sols. Et en cas de gros coups de chaud, eh bien, un sol vivant, c'est un sol qui est moins chaud. Et qui garde mieux de la fraîcheur en réalité et qui est susceptible de la restituer. Donc vous voyez, sur les deux chocs climatiques principaux, chaleur et pluie diluvienne, que sont susceptibles d'encaisser nos sols agricoles, plus vous les rendez vivants, plus ils absorbent ces chocs-là. Donc plus ils sont résilients. Et c'est donc bien là qu'on est dans l'adaptation. Plus vous rendez votre sol vivant, plus il va résister aux chocs climatiques. Donc, on comprend toutes les vertus de cette agriculture. Et vous dites aussi dans votre livre que le changement se joue à l'échelle des cours de ferme. Néanmoins, vous listez plusieurs freins au changement, puisque sinon tout le monde en ferait. Oui. Si c'est si vertueux. Est-ce que vous pouvez un petit peu passer en revue tous ces freins? Non, mais bon, de manière un peu provocatrice, j'ai dit que le changement climatique se joue à l'échelle des cours de ferme parce que, bon, on fait la COP 21, on fait la COP 25, on fait la COP 26, vous voyez, on fait des grands raouts institutionnels à l'échelle planétaire. Bon, ben c'est très important de faire cela, c'est indispensable, mais si vous voulez, il faut aussi atterrir, comme dirait Bruno Latour. Et donc, il faut bien penser les logiques à un moment ou à un autre de manière très pratico-pratique là où les enjeux se jouent, c'est-à-dire dans les exploitations agricoles. Donc il faut bien que les exploitations agricoles elles évoluent pour qu'elles apportent des solutions et ça se décrète pas, ça se décide pas. Il suffit pas de claquer des doigts et de demander aux agriculteurs d'évoluer. C'est absolument pas simple pour eux, évident, immédiat, et c'est pas gratuit. Donc c'est dans ce sens-là, je dis, il faut la penser à l'échelle des cours de ferme parce qu'il faut qu'on les aide, il faut qu'on les accompagne. Ils ne peuvent pas y arriver tout seuls. On doit réfléchir à ce niveau-là. On n'aura jamais, si vous voulez, un gouvernement mondial et une taxe globale sur le CO2. C'est complètement utopique de penser que la solution, elle va vers ça. Les solutions, elles sont locales. Les enjeux sont globaux, les solutions sont locales, en fait. Et c'est pour ça que j'ai écrit ça comme ça, en disant que ça se jouait à l'échelle des cours de ferme. Et donc cette inertie, elle est entretenue par qui? Par les coop, les industriels, la PAC? Pas par la PAC, par les industriels, et puis par nous, les consommateurs, qui sommes bien contents d'acheter du jambon
du jambon sous vide en promotion. Voilà, il y a une dépendance de sentier qui commence à l'agriculteur et qui se finit chez le consommateur et qui est également chez la coop, chez le syndicat, chez le transformateur, chez le distributeur. Ouais, c'est nous collectivement qui n'imprimons pas la bonne trajectoire au monde agricole. Voilà, les responsabilités sont partagées. Donc il ne s'agit pas de dire qu'il y en a un encore plus vilain que le vilain. On est tous co-responsables de l'état du système. Pour que les auditeurs comprennent bien, est-ce qu'on peut rentrer dans le détail de cette dépendance de sentier? À quel niveau ça se joue? Donc une dépendance de sentier, c'est à un moment donné, vous prenez une trajectoire et il est très compliqué d'en sortir. Parce que cette trajectoire, vous avez fait un certain nombre d'investissements, vous avez également construit votre identité là-dessus, et on vous demande de changer, et c'est absolument pas simple parce que vos croyances, vos normes, vos valeurs, elles sont orientées dans certaines directions, et puis vous avez fait les investissements pour pouvoir répondre à ce que vous avez cru comme étant la bonne façon de faire. Et donc vous croyez vous pensez que ce qui est normal, c'est ça. Et quand on vous demande de sortir de cette dépendance de sentier, c'est de dire il faut faire différemment, il faut penser différemment, et il faudrait fonctionner différemment. Et c'est absolument pas naturel pour tout le monde de sortir d'une certaine forme de zone de confort ou d'habitude et de se dire maintenant on va faire différemment. Et ça c'est très compliqué pour les agriculteurs parce que eux, on a l'impression que c'est comme la mise à jour d'un logiciel, une exploitation agricole. Donc on fait une mise à jour et puis hop, ça fonctionne mieux et ça fonctionne différemment, ça s'améliore. C'est pas du tout comme ça que fonctionne le secteur agricole. C'est-à-dire que vous touchez à un petit élément du système et tout devient compliqué. Donc vous arrêtez par exemple dans l'élevage, vous arrêtez le recours au soja brésilien. Alors, le commun des mortels se dit, d'accord, ils vont prendre le soja ailleurs. Non, d'abord, il n'y en a pas. Il n'y en a pas forcément, ou alors il est beaucoup plus cher. Et si vous arrêtez le soja, vous cassez la ration alimentaire de vos animaux. Ils sont beaucoup moins productifs et ils font du lait de moins bonne qualité. Donc, vous voyez, c'est absolument pas simple. C'est pas une mise à jour de logiciel. C'est des micro-changements qui sont très compliqués à gérer. Donc, voilà, la dépendance de sentier, c'est que une exploitation agricole fonctionne, elle a un état de fonctionnement qui est donné et qui est issu d'investissements du passé. Et pour pouvoir les changer, ça ne va absolument pas de soi. Et c'est cela que nos concitoyens comprennent mal. Ils ont l'impression que les exploitations agricoles sont des start-up qui peuvent pivoter, comme on dit aujourd'hui, changer de modèle économique, changer d'organisation, changer de choix technologique et faire différemment. Non, c'est pas comme ça que ça marche, l'agriculture. Oui, dans votre bouquin, vous dites que en fait cette dépendance, elle est à tous les niveaux de la chaîne de valeur. Ça veut dire qu'ils reçoivent des graines du catalogue avec le pesticide qui marche avec la graine, avec la machine qui plante bien la graine, et puis finalement l'industriel qui veut ce type de produit derrière calibré comme ça, quoi. Ah oui, parce que le boulanger industriel qui fait des bons croissants, pas si mauvais que ça en tout cas, ou du bon pain de mie ou des bons pains à burger, lui, il a besoin d'avoir un blé qui est calibré. Il a besoin d'un blé qui a telle teneur en amidon. Et s'il n'a pas ça, il ne sait plus faire fonctionner ses usines. Donc pour avoir ça, il faut qu'il garantisse des conditions de production homogènes dans les champs. Et pour avoir ça, il faut avoir les semences qui vont bien. Donc tout est lié en fait. Et on rajoute à ça le fait que la plupart sont endettés avec des machines, des gros investissements. Oui. Alors là, par contre, il y a une irresponsabilité des pouvoirs publics qui ont poussé en l'endettement en donnant des facilités fiscales pour pousser à l'endettement du fonctionnement de la fiscalité agricole est entièrement à revoir. Et c'est pas les seuls à être endettés. Tout le monde est endetté. Les industriels aussi sont endettés. Les marchés aussi sont endettés dessus. Bien sûr. Donc, qu'est-ce que vous voulez, un industriel qui a mis plusieurs dizaines de millions d'euros dans une ligne de production, il peut pas. Et lui, il a besoin des blés en masse de qualité. S'il les a pas, il arrête la chaîne.
les ruptures de chaîne, c'est extrêmement compliqué. Donc tout le monde se tient par la barbichette aujourd'hui. Donc maintenant, on va passer à l'aspect qu'on espère plus positif. Comment initier ce changement? Comment rompre avec cette dépendance de sentier? Cette notion de bien commun notamment. Est-ce que vous pouvez un petit peu expliquer? Oui, mais la dépendance de sentier, il faut la corriger. C'est-à-dire qu'il faut... Moi, je suis pas pour... On ne peut pas faire une rupture. C'est-à-dire que on ne peut pas, en 5 ans, dire, ben voilà, c'est que ça va être complètement différemment. C'est comme je le disais avec l'expression triviale, tout le monde se tient par la barbichette. Ben oui, on peut pas casser les liens et faire tout différemment d'un seul coup. Donc, il faut faire évoluer la dépendance de sentier et il faut changer la trajectoire et accompagner. Voilà, ça doit se faire dans une logique de réforme et d'accompagnement, pas de table rase. Oui, il ne s'agit pas de faire une rupture, mais d'être plus conciliant avec tout le monde. Sinon, c'est pas plus possible. Conciliant. Non, sinon, ça arrivera peut-être, mais ça va générer beaucoup de tensions dans le corps social français. Ouais. Mais enfin français si ça se passe en France ou dans d'autres pays. Mais il faut accompagner, il faut changer la trajectoire, mais de manière à la fois ferme, mais sans brusquer les acteurs. Donc les biens communs, qu'est-ce que c'est? Alors, l'idée, c'est d'avoir une réforme institutionnelle de grande ampleur pour changer la trajectoire. Donc, pour avoir une réforme institutionnelle de grande ampleur, il faut qu'on change notre rapport à l'agriculture et à l'activité agricole. Et il faut qu'on considère qu'aujourd'hui, nos agriculteurs sont les gardiens d'un certain nombre de ressources que sont les biens que sont l'eau, l'air, le sol et la biodiversité. Et donc, les agriculteurs et la terre, oui, bien sûr, les sols. Les agriculteurs, ils peuvent faire plein de choses différentes. Ils peuvent faire des choses horribles, détruire ces 4 biens communs, ou ils peuvent faire des choses absolument vertueuses. Et donc, il faut qu'on les pense comme des gardiens de ces 4 ressources, des intendants plus que des gardiens. Et donc, il faut qu'on leur donne les moyens, et il faut qu'on les aide à faire en sorte qu'ils préservent et qu'ils régénèrent ces 4 ressources. Il faut qu'on se dise qu'on partage tous ces 4 biens communs, qu'ils sont entre les mains des agriculteurs, et qu'on leur a mis tellement de pression pour être compétitifs que fatalement ils sont obligés de trouver des équilibres qui sont aujourd'hui pas satisfaisants. Donc il faut qu'on les aide et qu'on les accompagne. C'est notre responsabilité de penser ça en termes de commun. D'accord. Et les biens communs à la base, c'était pas forcément lié à l'agriculture? Non, les biens communs, c'est une notion relativement ancienne. Même dans l'histoire de l'humanité, il y en a eu beaucoup des communs où vous avez des populations qui ont décidé de s'organiser pour préserver un certain nombre de ressources et les préserver et s'assurer qu'elles aient des conditions de reproduction et de maintien. Et donc, on retrouve ça en Suisse sur des cours d'eau. On trouve ça, on avait ça chez nous dans l'Ancien Régime, par exemple. On partageait un certain nombre de terres entre différents propriétaires et différents exploitants. On savait faire fonctionner des communs. Et donc, c'est là où il me semble qu'il faut qu'on repense l'agriculture de manière différente, non pas comme simplement une activité compétitive et productive dont la finalité est produire de l'alimentation à un coût le moins élevé possible, mais comme une activité qui consiste à manipuler le vivant et à le préserver. Pour les agriculteurs eux-mêmes et puis pour nous également, parce que c'est dans notre intérêt. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, vous avez un ensemble d'acteurs qui tombent d'accord pour dire on va préserver cette ressource parce qu'on considère que c'est un bien commun. Donc ça se décrète pas et ça se met pas dans la loi. Vous pouvez dire voilà, il y a un enjeu de préservation de l'eau. Maintenant, la protection de cet enjeu, elle va se faire sur un territoire donné parce que les acteurs du territoire vont dire, nous avons cette ressource en commun, nous devons la préserver ensemble. C'est ça la chose. Donc, mais comment ça se met en place? Ça peut être un maire avec le paysan et les habitants de la ville? Par exemple, l'eau. Prenons l'eau.
prenons l'eau, vous considérez que c'est une ressource essentielle sur un territoire parce que l'eau est essentielle aux activités humaines au sens large du terme. Bon, vous savez que l'eau vient à manquer, que vous allez avoir des conflits d'usage. Donc, soit vous ne faites rien et les acteurs vont de manière inévitable rentrer dans une logique de conflit et de conflit d'usage. Donc, à un moment ou à un autre, l'eau va manquer, donc on va devoir faire des arbitrages et privilégier certaines catégories d'acteurs. Donc, si on fait rien, il va y avoir une dispute autour de la ressource. Par contre, si on considère que c'est un bien commun, on va mettre en place et que tout le monde a droit à ce bien commun de manière durable, eh bien on va mettre en place, on pourrait mettre en place un ensemble de politiques publiques et trouver des solutions qui permettent soit que l'eau ne manque pas, soit qu'à un moment donné, on trouve une juste répartition par anticipation. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que et il faut qu'on considère que tout le monde a cet accès à l'eau et que il est indispensable, et donc il faut qu'on s'organise et qu'on fasse ce qu'il faut, qu'on trouve les solutions adaptées pour faire en sorte que l'eau ne manque pas. Et ça nécessite une coopération internationale, parce que si par exemple si un fleuve par exemple nourrit un village qui prend sa source dans un autre pays, il faut se mettre d'accord avec le pays de la source. Oui, alors dans ce cas de figure, effectivement, ça peut dépasser les frontières. Mais si vous voulez, l'eau d'où je vous parle, moi je vous parle de la plaine de Limagne. La plaine de Limagne autour de Clermont-Ferrand, qui est une activité où il y a une activité agricole forte et industrielle, et il y a aussi pas mal d'habitants. Eh bien, les solutions, elles sont dans la plaine de Limagne. C'est-à-dire que c'est les gens de la plaine de Limagne, les acteurs, les collectivités territoriales, les industriels, qui doivent considérer qu'ils ont entre les mains un bien commun qui est l'eau, et qu'ils doivent trouver les solutions ensemble, satisfaisantes pour tout le monde. On va pas couper l'eau aux agriculteurs pour remplir des piscines après. Enfin, ça n'a plus de sens, quoi. Enfin, en tout cas, c'est de cela dont il faut parler, et que les citoyens doivent comprendre qu'à un moment donné, il peut y avoir des pénuries d'eau qui nécessitent de faire des arbitrages et d'arrêter certaines activités pour que d'autres durent, ou de mettre en place un certain nombre d'infrastructures qui permettent de faire du stockage de l'eau pour l'avoir quand elle manque. Accepter ce changement, c'est peut-être aussi léguer une part de sa propriété privée quelque part. Mais aujourd'hui, en tout cas en ce qui concerne la France, on est dans une logique de l'abondance. On a beaucoup d'eau, on en a jusqu'ici, on a eu accès à suffisamment d'eau pour pouvoir faire l'activité agricole. Donc, si vous voulez, on se rend pas compte de la chance qu'on a aujourd'hui en France sur l'abondance d'un certain nombre de services écosystémiques et de ressources dont on bénéficie. Donc, et elle commence à manquer, et donc on se rend compte qu'il faut faire des choses et mieux les préserver. Alors, est-ce que ça veut dire abandonner la propriété privée ? Non, pas du tout. En tout cas, moi, c'est pas mon. Je sais que certains qui s'intéressent au bien commun, la solution qui leur apparaît évidente et immédiate, c'est la socialisation de la propriété privée. Et moi, je suis pas du tout dans cette cas de figure de socialisation de la propriété privée. Je suis sur un partage des responsabilités autour de la préservation des communs, ce qui n'exclut pas la propriété privée. En tout cas, pas dans mon état d'esprit. C'est pas comme ça que moi je le pense. Non, mais ce qu'il faut qu'on partage, si vous voulez, c'est les efforts. Ça n'a aucun sens, si vous voulez, ça n'a aucun sens de s'approprier des terres agricoles et pour dire, maintenant on va faire comme ça. Ça va pas résoudre le problème, en réalité. Ça change rien qu'on passe d'une propriété privée à une propriété publique si on change pas les pratiques. Ça va. Si vous voulez, si on continue à faire des piscines et à gaspiller de l'eau pour des usages non agricoles alors que on en a besoin, eh bien le fait de passer d'une propriété privée à une propriété collective, ça résout pas le problème. Ce qui va résoudre le problème, c'est qu'on partage les responsabilités et que collectivement on s'organise pour que tout le monde ait accès à l'eau. Et ça se fait dans le cadre d'initiatives privées partagées. Vous me disiez en préambule de l'interview que vous êtes écouté par les politiques. Est-ce que non, peut-être pas par les politiques, par la chambre agricole d'une région. Est-ce qu'ils sont réceptifs à cette idée ? Est-ce que ça peut se mettre en place prochainement ?
Non, mais les agriculteurs, aujourd'hui, le changement climatique, ils le prennent de plein fouet. Bien sûr qu'ils réagissent positivement quand on parle de ça ensemble. Donc, j'ai une parole et des discussions qui sont intéressantes avec la profession agricole, parce que eux, ils voient bien que tout est en train de se dérégler et que tout est en train de changer. Et qu'ils ont des conditions de production qui sont plus les mêmes et qu'ils ont compris que ce serait également plus jamais les mêmes. Donc eux, ils sont en attente d'analyse, de diagnostic et de propositions. Donc là, je parle assez facilement avec les acteurs. Après, quand on monte un échelon et que ça se politise, les discussions sont moins intéressantes et moins vives, effectivement. Voilà. Mais on va voir ça. Il faut que ça remonte. Vous parlez aussi d'adopter le statut d'entreprise mission. Alors, ça fait partie des solutions institutionnelles que je propose, des idées pour changer la trajectoire. Donc, je fais 4 propositions phares. Redéfinir ce qu'on appelle par activité agricole dans le droit, donner un statut d'exploitation agricole à mission, changer la comptabilité et la fiscalité des exploitations agricoles, de l'activité agricole au sens large, et se doter de nouveaux outils de pilotage et de mesure. Moi, je fais 4 propositions. Il peut y en avoir d'autres, mais moi, mes travaux m'ont amené à faire ces 4 propositions. Mais oui, il nous faut des choses nouvelles. Il nous faut penser différemment. Il nous faut des nouvelles institutions et des nouveaux outils pour abriter et favoriser le développement de l'agriculture régénératrice. Et moi, j'ai fait ces propositions-là dans l'ouvrage. Et donc, l'entreprise agricole à mission, c'est quoi la mission? La mission, c'est de nourrir et réparer le système Terre, c'est-à-dire de produire une alimentation tout en ayant un impact positif sur le système Terre. Voilà la mission. Et qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça change comme relation de pouvoir entre les agriculteurs et les industriels, notamment? À l'instant T, ça change absolument rien. Ça va pas changer les rapports de force entre un industriel qui est dominant et un petit agriculteur qui est écrasé par cet industriel dominant. Par contre, c'est susceptible d'engager des discussions sur des nouveaux termes et d'engager de la communication, d'engager de la compréhension et d'engager les filières sur des évolutions. À terme, à court terme, ça ne renverse pas les équilibres. À long terme, c'est susceptible de dégager une voie de progrès pour tout le monde, collective. Mais par rapport à un industriel qui négocie au centime près, est-ce que c'est pas un peu du wishful thinking? On peut penser ça, mais il faut aussi bien comprendre qu'aujourd'hui, l'industriel, il a compris. Il a compris que ses consommateurs étaient angoissés par le changement climatique et qu'il fallait qu'ils apportent des réponses. L'industriel, il a compris que demain, il pouvait manquer de blé ou avoir des blés de mauvaise qualité. Si vous voulez, les industriels ne sont pas épargnés non plus par les effets du changement climatique et par les transformations sociétales. Donc ils vont devoir apporter des solutions. Et ils sont aujourd'hui, pour un certain nombre, en mouvement sur ça. Vous voyez, il faut bien voir que les industriels et les distributeurs ne peuvent pas, et ils l'ont déjà très bien compris, s'exonérer des transformations liées au changement climatique. Donc, ils vont devoir apporter des solutions. Sinon, ils vont voir d'abord leur outil industriel se dégrader, leur performance, et puis ils vont voir leur image de marque aussi fortement se dégrader. Vous avez été demandé par des industriels pour des conférences? Mais oui, oui, bien sûr. Les industriels, il y a de belles initiatives chez les industriels. Danone, ce que essayé de faire Emmanuel Faber, on va voir si ça dure autour de l'agriculture régénératrice. Voilà, ils ont mis en mouvement. Alors après, on va dire c'est pas suffisant, c'est pour bien sûr que c'est pas suffisant, mais c'est une initiative qui n'existait pas il y a 10 ans. Est-ce que le Green New Deal, la nouvelle PAC, le plan de relance, tous ces faits récents, est-ce que vous pensez que ça va dans le bon sens? Bon, là, l'Europe, il va falloir qu'elle nous dise quel type d'agriculture elle veut, parce qu'un deal vert, ça veut dire plein de choses différentes. Ça veut dire notamment de l'alimentation cellulaire et des biotechnologies. Donc, il y a toute une partie dans le Green New Deal qui est accélérationniste, je dirais, en termes de biotechnologie alimentaire, donc qui vont
fragiliser considérablement l'agriculture. Donc il y a à boire et à manger dans ce Green New Deal, et il y a des contradictions fortes dans l'Europe qui ne sait pas vraiment comment elle va nourrir ses Européens demain. Elle n'est plus certain que l'agriculture suffise, donc elle va aussi vers les biotechnologies. Bon, on n'a jamais voté pour ça, mais le Green New Deal donne de l'argent aujourd'hui pour financer le développement de l'alimentation cellulaire. Ça me semble être problématique, ma foi. Je suis un peu isolé sur ce questionnement. L'Europe doit aussi nous dire si elle est jusqu'au boutiste dans l'application des normes de l'OMC et la libéralisation des marchés des matières premières agricoles, et si elle veut signer des CETA et des Mercosur qui ouvrent le marché européen à des systèmes agricoles dont nous ne voulons plus en Europe. L'Europe doit aussi regarder l'harmonisation des normes sociales et environnementales entre les différents pays européens. L'Europe doit revoir sa politique de stockage. Aujourd'hui, on manque cruellement de stock, notamment en blé. La politique, c'est de ne pas faire de stock. Eh bien, qu'est-ce qui se passe quand on ne fait pas de stock? Le marché des matières premières flambe, notamment en blé. Voilà, enfin... Il y a quand même pas mal à dire, et le chantier européen est devant nous en matière d'agriculture. Mais la PAC, c'est aujourd'hui, enfin, elle sort l'année prochaine. Oui, c'est aujourd'hui, c'est ça, on est dedans, bien sûr. Vous n'avez pas l'air très optimiste. Bon, je suis pas optimiste, mais la PAC, elle est typiquement prise dans une dépendance de sentier qu'elle fabrique d'ailleurs à l'échelle européenne. Donc, c'est très dur à réformer, cette PAC. Donc, elle évolue, elle progresse. Voilà, si vous voulez, la PAC, elle a libéralisé le marché du sucre. Donc, oui, on a fragilisé tous les betteraviers, tous les producteurs betteraviers. Et donc, les producteurs betteraviers, il y a le changement climatique, ils se prennent des nouvelles maladies. Et donc, il faut faire revenir les néonicotinoïdes. Si on avait mieux préservé les quotas à l'échelle européenne, il y aurait sans doute eu moins d'angoisse au niveau des betteraviers, angoisse légitime par rapport à la destruction de leur culture. Voilà, elle a fait le choix, la PAC a fait le choix de fragiliser et d'exposer aux marchés mondiaux ses producteurs. Qu'est-ce qui se passe? Ils prennent en plus les effets du changement climatique, et donc ils sont dans une situation qui est intenable. Donc la PAC évolue, mais elle protège pas suffisamment les producteurs. Elle a décidé d'ouvrir les marchés, les marchés. Voilà la conséquence. On ne peut pas demander aux agriculteurs de s'adapter et de bifurquer si on les expose frontalement et brutalement à la concurrence mondiale. C'est pas possible. Ça n'arrivera jamais. Donc voilà, là il y a une ambiguïté de l'Europe qui croit qu'on peut transiter, mieux s'adapter tout en étant exposé aux marchés mondiaux. Non, ça n'arrivera pas, ça ne marchera pas, ça ne peut pas marcher. Si on n'y arrive pas à l'échelle européenne ou voire même nationale, est-ce que vous pensez qu'on peut arriver vers une agriculture régénératrice à l'échelle d'un territoire, avec peut-être un système de circuit court pour vendre les produits? Je ne sais pas si ça sera des circuits courts, mais ça va arriver, et ça va arriver à l'échelle des territoires, bien sûr. C'est là que ça va se passer, oui. Faut pas attendre de la PAC qu'elle nous dise maintenant c'est l'agriculture régénératrice. Ça n'arrivera pas. C'est pas eux qui vont la faire. Ou alors quand tout le monde l'aura fait, si vous voulez. Ils arriveront en bout de chaîne, la PAC, sur ces sujets-là. Ils vont pouvoir aider, faire un peu de promotion, mais ils vont jamais dire. Vous verrez jamais. On verra pas. À mon avis, on verra pas dire le commissaire à l'agriculture dire maintenant agriculture régénératrice à l'échelle européenne. Ça arrivera quand le modèle sera diffusé de manière importante. De la même manière que Tesla a été longtemps rentable grâce au marché de compensation carbone, est-ce que vous pensez qu'on peut faire de l'argent dans l'agriculture régénératrice via ces marchés? Mais alors ça, c'est oui, certains pensent ça, sauf que le coût, les marchés carbone, ils vont il va y avoir un marché carbone qui va être mondial et global. Et il n'est absolument pas sûr que le coût de la tonne de carbone compense les efforts
que vont accomplir les agriculteurs pour stocker cette tonne de carbone. Donc, on a l'impression, ils ont le sentiment que les marchés vont financer le stockage du carbone dans l'agriculture. Ça sera plus compliqué que ça. D'accord. Ça sera plus compliqué que ça parce qu'il n'est pas dit que les équilibres de marché qui vont se trouver soient suffisamment élevés pour d'abord compenser les surcoûts que génère le stockage du carbone et qu'il soit rémunérateur. C'est pas si net. À mon avis, il vaudrait mieux déjà réfléchir aux charges qu'il faut supporter, à évaluer les charges qu'il faut supporter pour stocker le carbone et partir de là et les répercuter. Et ne pas espérer que non seulement les marchés vont couvrir ces charges, mais en plus se permettre de faire des revenus. Et si elle était... on va voir. Si elle était plus haute encore, est-ce que ça pourrait permettre cette transition ? Bien, alors, par contre, oui, bien sûr, ça pourrait permettre de faire cette transition sur le prix du carbone, oui, bien sûr. Si le prix du carbone, de la tonne de carbone est élevé, ça peut puissamment inciter les agriculteurs, notamment les céréaliers, à basculer sur l'agriculture de conservation des sols, c'est sûr, bien sûr. Non, ça peut être un levier, mais il faut être prudent. C'est pas le nouvel Eldorado. Oui, ce sera pas suffisant. Ça sera pas le nouvel Eldorado. C'est un dispositif incitatif possible, mais ça ne peut pas être le seul. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur tous ces sujets qu'on vient d'évoquer ? Non, je peux rajouter que les sujets agricoles sont devant nous et que c'est un secteur d'avenir dont nous allons dépendre et qui nécessite d'être repensé, refondé. Alors j'ai dit ça de manière un peu pompeuse, mais en tout cas, il va falloir qu'on réfléchisse collectivement et qu'on prenne conscience de l'importance de l'agriculture dans les années qui viennent. C'est pas un sujet du XXe siècle, l'agriculture, c'est un des sujets du XXIe siècle. Donc ça va beaucoup nous occuper, ça va beaucoup occuper les sociétés dans les temps qui viennent. Merci Bertrand Valérian. Merci Florian. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez le partager autour de vous, ça m'aide énormément. Vous pouvez aussi me suivre et vous abonner. On n'a pas fini de parler d'agriculture dans ce podcast. Je voulais aussi vous dire que j'ai le plaisir de recevoir des mails et des commentaires d'auditeurs et d'auditrices. Donc ça me fait pareil, super plaisir. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des retours à faire. Mon mail est en description de cet épisode. Merci à Gilles Marteau qui me laisse utiliser sa musique et qui réalise le mixage de cet épisode. J'ai aussi mis le lien vers sa musique en description. Enfin, merci à vous de votre écoute et je vous dis à très bientôt.